Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Salut Florence. Salut. On va débuter avec 2 dossiers dans le Journal de Montréal ce matin en lien avec l'Agence du revenu fédéral, aussi connue sous le nom de l'ARC. Le premier, on apprend que des milliers de Québécois attendent leur remboursement d'impôt fédéral depuis la mi-avril dernier. Puis l'Agence du revenu du Canada est incapable de leur dire à quel moment ils le recevront. Là, peut-être que plusieurs personnes à la maison vont dire « Bon, mais c'est pas grave, c'est pas de l'argent nécessairement qu'on avait prévu, mais on en parle beaucoup du contexte précaire actuellement. Quand tu sais que tu vas avoir plusieurs centaines de dollars, c'est le fun de les avoir dans les temps, puis aussi de savoir du moins à quelle date on va les recevoir. L'ARC est incapable de préciser combien de remboursements sont toujours en attente actuellement. Puis ça, ce serait un problème persistant parce qu'en mars dernier, on avait posé des questions à la ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau. Puis elle, ce qu'elle avait dit, c'est que l'ARC a plus de problèmes que les dernières années, cette année, à cause des problèmes à traiter les déclarations de revenus de certains contribuables qui ont ouvert un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison, aussi appelé le CELIAP. Donc ça, c'est nouveau. Puis à cause de ça, il y a certains contribuables, on a de la misère à traiter de leurs réclamations. Mais cette année, ce qu'on répond aussi du côté du gouvernement, c'est que c'est seulement, ce qu'on dit, si seulement 3% des déclarations produites à temps qui vont pas être traitées dans les normes de service contre 4% à l'année d'avant. Donc, pour eux, c'est une amélioration. Mais tout de même, selon les calculs du Journal de Montréal, c'est près de 100 000 Québécois qui vont pas recevoir leur remboursement d'impôts. En fait, qui n'ont pas reçu leur remboursement d'impôts cette année dans les temps. Donc, voilà, il y a aussi un autre dossier en lien avec ça où on dit, qu'est-ce que ça crée, ça? Plus d'appels à l'Agence du revenu parce que là, les gens, ils se posent des questions, ils essaient d'appeler. On se rappelle aussi pendant le temps de la COVID-19, où l'ARC était complètement débordée, il y avait des temps d'attente, je pense des fois c'était des 10, 12 heures. Là, ce qu'on répond du côté de l'ARC, on dit, le mois de juillet, c'est notre haute saison. Fait que c'est normal qu'on prenne plus de temps. On a mis des agents, on a mis des systèmes automatisés qui vont rappeler les utilisateurs. Mais moi, je sais pas pour toi. Y a-t-il quelque chose qui fait plus chier que te faire répondre ou appeler par un robot? Mais honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui m'écoeure. Je veux parler à quelqu'un, mais des fois, tu vois, je parle avec un humain, ça me fait plus perdre patience qu'autre chose. Ça arrive aussi, là. Je parle avec un humain qui me répond des réponses aussi automatisées que si c'était un robot. Puis, je suis sincèrement désolé d'entendre votre impatience, monsieur. Veuillez rester sur la ligne. T'sais, moi, m'entendre ça là, de quelqu'un de vivant, je trouve que c'est encore pire. T'sais, au moins, le robot, je sais que c'est un robot. Puis je me dis, bon, regarde, il n'y a pas d'empathie, il n'y a rien l'autre bord. Je peux rien espérer de tout ça. Avec quelqu'un qui est un humain au bout du fil, t'as des petits espoirs d'être capable de t'entendre avec la personne ou d'avoir une flexibilité quelconque, puis c'est jamais le cas. Fait que ça, c'est plus frustrant. Moi, je vais te le dire, ce qui m'énerve le plus de ce genre de nouvelles-là, c'est qu'on n'arrête pas de parler de l'augmentation des fonctionnaires fédéraux. Ça a plus que doublé par rapport à l'augmentation de la population générale. La population du Canada, depuis le début du mandat de Justin Trudeau, a augmenté de comme 15%. On a augmenté au-dessus de 30% la fonction publique fédérale. On n'arrête pas d'engager, du monde dans la fonction publique. Ça nous coûte toujours plus cher. Toujours plus cher. On a moins de services. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu peux pas demander aux gens, OK, on va payer plus pour plus de fonctionnaires, on vous jure, ça améliore les services. Mais chaque fois qu'on a besoin d'un service fédéral, Florence, là, comment ça se passe? C'est quoi, mettons, toi, tes expériences, puis les expériences que tu entends dans ton entourage, puis les expériences que tu lis dans les médias par rapport à tout ce qui est services fédéraux, immigration, travail, revenus. Qu'est-ce que t'entends, toi? Oui, c'est sûr que c'est toujours négatif. Ou ça ça crée de l'angoisse. Là. Tu sais qu'il faut que tu appelles à l'ARC, à Service Canada. Et t'es comme, il faut que je me prenne une journée. C'est pas tout le monde qui a la chance dans son travail, nécessairement, de pouvoir se mettre un petit écouteur et d'attendre au téléphone pendant plusieurs heures. Puis tu dis un bond dans la fonction publique. Juste en 2022, c'est 7000 personnes de plus qui ont été engagées. Juste en 2022. Mais là, dans son budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, dit qu'elle prévoit éliminer 5000 postes dans la fonction publique. C'est une excellente nouvelle. De voir ça. Mais c'est une excellente nouvelle d'abolir des postes dans la fonction publique, mais encore faut-il que tout fonctionne. On peut pas continuer, le calcul fonctionne pas. Tu peux pas continuer à ajouter du monde, puis il y a de moins en moins de services. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est comme si tu me dis, 2 plus 2 égale 1.
Tu sais, quoi? Ça se peut pas, là. Ça ne fonctionne pas comme calcul. T'es supposé avoir 4 à la fin. Ah, ouais, mais finalement, c'est moins. Pourquoi? On sait pas. Ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, puis après ça, ben, tu sais, il faut que tu continues à payer de l'argent, il faut que tu continues à investir, hein, puis on envoie une partie de nos impôts, on envoie une partie de nos taxes pour financer tout ça, puis on obtient en échange quoi? Ben, presque rien. Ça, c'est vraiment frustrant, parce qu'en plus, tu te dis, bon, ben, regarde, j'ai mon retour d'impôt, j'attends ça, tu sais, je suis imposé beaucoup pour cette maudite fonction publique-là, puis on te le redonne pas, puis on dit, on s'excuse des fonctionnaires que vous payez avec cet argent-là, il y a des délais. Tu sais, c'est absurde, c'est frustrant pour la population, puis après ça, mais ça t'enlève le goût d'avoir confiance en ton gouvernement, puis ça c'est plus grave, autrement, là, dans une démocratie, je trouve, c'est une fois que, que tout le monde est juste rendu ultra cynique, puis ultra déprimé, puis tanné, puis qu'il n'y a plus rien de positif à dire à propos des institutions publiques canadiennes, ben il y a un problème. Si tout le monde se désintéresse, ben on va juste empirer le problème. Tout savoir en 24 minutes. Ce qui retient beaucoup l'attention aux Jeux olympiques de Paris, c'est l'état de la scène, hein, où plusieurs athlètes ont dû réaliser leur épreuve de nage au triathlon après plusieurs reports de la compétition, mais aussi de leurs entraînements à cause de la pollution. Ça n'a pas été surprenant d'apprendre jeudi que les autorités municipales parisiennes connaissaient pas le niveau de contamination de la Seine lors de l'épreuve de triathlon qui a été disputée mercredi matin. Là, ça continue à circuler de plus en plus les informations, plus les jours avancent. Le comité organisateur a expliqué s'être basé mercredi sur l'analyse d'eau reçue à 3h20 le matin, donc dans la nuit à peu près. Puis le problème, c'est qu'il n'y a plus, après l'analyse des eaux reçues, il n'y a plus 40 minutes après, de 4h AM à 8h AM, donc entre leur décision et le début de l'épreuve. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que la contamination de la Seine varie principalement en raison des pluies. Donc quand il pleut, les eaux usées contaminées aboutissent dans le fleuve, puis quand il fait beau, le soleil va tuer les bactéries. Donc là, on a dit, l'analyse est correcte, puis finalement, il n'y a plus pendant 4 heures après. Donc, les eaux étaient vraiment beaucoup contaminées. Puis, vous avez probablement vu ça circuler depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Un athlète canadien qui, on l'a vu, vomir à la ligne d'arrivée après son épreuve de triathlon. Puis là, beaucoup de gens disaient « c'est sûr que c'est à cause de ça ou quoi que ce soit ». Puis là, finalement, évidemment, les journalistes d'un peu partout dans le monde couraient pour lui, parler avec lui. Puis ce qui a révélé, c'était pas la première fois qu'il vomissait pendant l'épreuve. Hein. Il a vomi 10 fois. Puis là, tout le monde voulait savoir, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est pendant que tu étais dans l'eau, que tu t'es pas senti bien ou quoi que ce soit? Et lui, il avait l'air un peu de marcher sur des œufs. Hein. Il voulait, je pense, pas casser nécessairement du sucre sur le dos de l'organisation. Ce qu'il a dit, c'est qu'il est habitué. Lui, il vient du Canada, il fait super froid. Des fois, il fait des moins 20, moins 30 degrés. Puis il dit, là, me retrouver à la grosse chaleur à compétitionner. Mais on dirait que mon corps, il s'était comme pas habitué. Fait que je pense vraiment que c'est à cause de la chaleur que je me suis sentie comme ça. Fait que je pense que les journalistes n'ont pas eu la ligne de presse qu'ils voulaient. Non, mais ça pose quand même des questions, surtout que là, les informations continuent de sortir. On dit qu'à Paris, la limite est de 1000 en lien avec l'unité de mesure de certaines bactéries dans l'eau, tandis qu'au Québec, c'est 200. Fait qu'on peut imaginer que leur niveau, quand on dit que c'est correct, c'est pas vraiment correct. Mais on attendait vraiment les explications là, de cet athlète-là parce que ça circulait partout, mais il n'a pas voulu blâmer, disons, l'eau dans laquelle il a fait sa compétition. Mais non, parce que ça aurait pris... De toute manière, là, si tu te baignes dans de l'eau infectée comme ça, si tu as quelque chose à développer, tu vas le développer sur 24-48 heures. On se comprend, il n'a pas attrapé là, le typhus, la dysenterie en se promenant dans l'eau immédiatement. Là. C'est pas ça qui l'a fait vomir, mais c'est l'image que ça donne. T'envoies tes athlètes olympiques qui viennent du monde entier, là, t'es reçois chez toi, puis tu dis « OK, on vous envoie vous se baigner à flotte d'un caca, d'un poubelle, d'un ordures. Go! » C'est dégueulasse, là. Mais en même temps, il aurait quand même eu droit de le dire. Puis moi, je pensais... il aurait pu passer un certain message ou certains autres athlètes. Avant la compétition, on se rappelle, ça circulait sur TikTok, sur X, sur Instagram, des athlètes qui disaient moi, je suis vraiment inquiète, ça me tente pas de faire ma compétition dans les œufs pollués comme ça. Moi, je pensais qu'un athlète serait sorti après la compétition disant hey, honnêtement, c'était vraiment dégueulasse de savoir que finalement l'eau était pas correcte. Mais ils peuvent pas vraiment faire ça. Tu comprends? Ils peuvent pas vraiment. Là. Ils ont des lignes de presse. Le comité olympique veulent pas qu'ils disent ça. Puis ils vont pas. C'est pas bon pour leur carrière. Là. Ils l'ont fait. Après ça, ils rentrent chez eux. Ils vont célébrer dans le reste du village olympique. Mais oui, ils vont se laver puis ils passent un autre appel.
C'est des athlètes. Là. Ils ont souffert pendant des années pour être où ils sont. C'est des toughs. Là. Ils vont être capables de passer au travers de ça. Ils n'iront pas en parler. Et éventuellement, c'est le genre d'affaire qui sort. Et c'est dégueulasse. On Tout va le monde voir dit que s'il y c'est en a qui vont dégueulasse. tomber malades dans les prochains jours. Ouais, à voir. Est-ce qu'ils vont tomber malades? Je sais pas. Mais juste de se baigner là-dedans en soi, c'est-tu déconcentrant? T'as 1,5 km de nage à faire dans les ordures et dans les coliformes fécaux. Ouais, C'est après, dégueulasse, tu as 40 km de vélo puis 10 km de course. Sans swamp pendant 40 km, c'est le fun. Non, vraiment, c'est spécial qu'on ait fait ça dans la scène, mais c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. Ça Après, continue de faire les manchettes. s'il y a quelqu'un qui est malade, par contre, s'il y a quelqu'un qui est malade par la suite, après cette épreuve-là, puis qu'on prouve que c'est lié directement avec l'exposition aux eaux polluées, là, le comité pourrait être dans le chenoute, par contre. Tout savoir en 24 minutes. C'est le début de la 17e édition du festival Hochelaga aujourd'hui, en vendredi Oui. 2 août, qui se déroule jusqu'à dimanche au parc Jean-Drapeau. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on peut voir à l'écran quels artistes seront là. Puis parmi les têtes d'affiche, on compte Noah Kahan, Green Day, Lil TJ, Martin Garrix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À Hochelaga, c'est vraiment toujours ça. Il y a beaucoup de styles de musique différents. Il y a même des artistes québécois. Puis ben, ce festival-là est vraiment attendu chaque année par plusieurs milliers de personnes. Des gens voyagent de partout à travers le monde, des gens des États-Unis, partout au Canada aussi, de l'Europe, pour venir assister à Hochelaga. Puis, même s'il ne manque pas d'événements musicaux dans la métropole en été, mais je pense qu'on peut dire que le festival Hochelaga, c'est vraiment chaque année ce qui lance le bal des festivals à Montréal, parce que la fin de semaine suivant Hochelaga, c'est le festival Hillsonic qui se déroule aussi au parc Jean-Drapeau, festival de musique électro. Puis, nouvellement, depuis quelques années, la fin de semaine après celle d'Hillsonic, donc le 16-17 août, c'est l'ASSO, Festival de musique country, qui s'installe aussi dans le parc Jean-Drapeau. Puis Hochelaga, si vous n'aviez pas déjà vos billets, je vous annonce qu'il va falloir que vous vous dépêchez pas mal parce qu'il en reste quelques-uns pour vendredi, puis dimanche. Samedi, c'est déjà complet. Écoutez, il va y avoir du monde sur l'île Sainte-Hélène en fin de semaine. Puis Alexandre, je sais que tu vas y assister. Absolument. C'est quoi, toi, tes incontournables cette fin de semaine à Hochelaga? Green Day, écoute, je vais revivre mon adolescence là. J'ai hâte. Je vais y être, puis je vais crier, je peux te le dire. Grosse tête d'affiche. Ah, c'est une grosse tête d'affiche. Puis tu sais, au niveau nostalgie, il y a pas mieux, là, sincèrement, que d'aller écouter du Green Day. Puis comme tu le dis, moi, ce que j'aime, c'est que je suis quelqu'un qui a des goûts musicaux super variés, là. J'écoute des affaires tellement éclectique, bizarre. Tu sais, une minute, là, je peux écouter du classique puis du petit piano. Puis la minute d'après, je suis en train d'écouter du power metal. Moi, j'aime écouter de n'importe quoi. Puis c'est la belle variété qu'on retrouve à Hochelaga. Fait que je m'en vais voir des incontournables, oui, comme Green Day. Runny Rap aussi, qui est vraiment attendu cette année. Ouais, tu vois, je sais même pas c'est qui. J'ai aucune idée c'est qui Runny Rap, mais je peux te dire que Jungle, je vais aller voir ça avec beaucoup d'impatience. Fait comme 4-5 fois que je les vois, puis je vais y retourner encore parce que c'est un groupe que j'adore voir. Puis il y a, tu vois, j'en parle comme ça, il y a Chappell Roan qui vient à Hochelaga, puis c'est vraiment spécial. Okay? Je sais pas si tu connais Chappell Roan, mais c'est comme une nouvelle sensation dans la musique pop. Ma copine, c'est une fan incontournable, elle va être contente que je dise ça, c'est une fan incontournable de Chappell Roan depuis vraiment longtemps. Puis il n'y a même pas un an, elle est venue à Montréal, puis c'était comme dans une toute petite salle de spectacle à Montréal. Elle était à peine connue. Puis ma copine était là, elle a vu ça, elle était super contente, elle capotait. Mais moins d'un an plus tard, là, elle a été comme annoncée sur le côté par Hochelaga parce qu'elle commençait à devenir populaire. Là, elle a des chansons qui ont comme 200 millions de visionnements. Là, d'écoute plutôt. Là. Ça commence à devenir beaucoup. Elle devient énormément populaire. Là, il y a fort à parier que même si elle est comme sur une petite scène, puis c'est une artiste secondaire dans la programmation du festival, ça va être tellement plein, ça va être fou. Donc, il y a des spectacles comme ça que je vais vouloir voir. Hochelaga, chaque année, sont bons avec ça. Je trouve de repérer. T'sais, quand ils annoncent leur programmation, des fois, sont critiqués. Cette année, ça avait beaucoup été critiqué, disant on dirait que l'année passée, il y avait eu Billie Eilish puis tout ça. On dirait que c'est moins bon, mais finalement, on se rend compte qu'ils annoncent ça beaucoup d'avance. Puis qu'on arrive proche du festival, lui, finalement, je le connais. Lui, c'est un bon artiste. Puis avec 6-7 scènes, c'est certain qu'il y en a pour tous les goûts. Puis aussi, pour ceux qui sont amateurs du pique-nique électronique, parce que cet événement-là qui a lieu tous les dimanches à Montréal, dans le parc Jean-Drapeau, normalement est annulé
pour les fins de semaine d'août à cause des différents festivals. Ben, cette année, les organisateurs ont décidé de le faire vivre quand même chaque dimanche près du pont Jacques-Cartier. Peut-être que vous connaissez ça. Ça s'appelle le village au pied du courant. Ben oui. Donc, c'est près du pont Jacques-Cartier. Ils ont décidé de mettre ça gratuit avant 17h. Normalement, le pique-nique électronique les dimanches, là, c'est entre 20 et 40 $. Donc là, c'est gratuit avant 19h. Moi, je vais aller faire un tour en fin de semaine. Là, j'ai hâte de voir ça. Je suis jamais allée. Donc, on déplace le pique-nique électronique là pour pouvoir quand même continuer l'événement les prochains dimanches. Donc, c'est vraiment super. Moi, je trouve pour Montréal, en fin de semaine, ça va être animé dans le parc Jean-Drapeau. C'est sûr que là, c'était la fin des feux, l'Auto-Québec, jeudi soir. Ils s'en vont à Québec, mais quand même, là, il va y avoir beaucoup de monde à Montréal. Hâte de savoir comment s'est passée ta fin de semaine. C'est vraiment un beau site aussi. Puis là, je dis ça, là, Oshéaga, mais pas pour le pique-nique, pour après ça, l'île Sonic, pour après ça, l'Assaut. C'est tellement un beau site. On est chanceux à Montréal. Il y a plein d'affaires pour lesquelles on peut se plaindre constamment. Ici, ça, c'est de la merde, cette organisation-là. Mais au final, le parc Jean-Drapeau, c'est un endroit magnifique. T'as raison. Pour vrai, là, il y a peu d'endroits où tu peux aller faire comme ça. Là. Un festival où tu as l'impression quasiment d'être dans le bois, mais tu es à côté de Montréal. Dès que tu arrives sur certaines plus petites scènes, tu as le fleuve, tu as la ville au complet derrière, le coucher de soleil. C'est beau, là! C'est beau, ça vaut la peine. Juste d'y aller, là, même si t'aimes pas nécessairement des groupes de musique, juste t'installer là, dans un petit coin de relaxation, dans un petit hamac, puis t'écoutes de la musique de loin, tu regardes le fleuve. T'sais, pour moi, juste là, tu viens de remplir tes objectifs d'une fin de semaine. Fait que oui, j'ai bien hâte d'aller visionner tous ces spectacles-là. Là. J'aime quand Montréal s'anime pour les festivals. Tout savoir en 24 minutes. Les épreuves que j'adore écouter aux Jeux olympiques de Paris cette année, puis ça me fascine, c'est les sports équestres qui se déroulent en plus cette année à Versailles, au château. On dirait que ça me fait revivre là, quand j'écoutais les films de princesses de mon enfance, quand j'étais petite. T'as-tu ta phase équitation? On dirait que toutes les jeunes filles de notre génération ont eu ça, là, la phase équitation, la phase on tripe sur les chevaux, mettons. Oui, j'ai eu cette phase-là. J'ai jamais fait d'équitation comme des cours ou quoi que ce soit, mais j'avais ma phase, surtout dans les films de princesses ou les princesses Alice à leur château à dos de chevaux. Puis quand j'ai vu cette année que ça avait lieu à Versailles, je trouve tellement que c'est magique. Là. Au début de chaque épreuve, on montre là, justement des plans de drones sur le château. Donc, je trouve ça super beau de voir ça cette année. Puis, je me suis toujours demandé comment on transporte ces chevaux-là outre-mer pour les Jeux olympiques. Puis, j'ai trouvé ma réponse, Alexandre, dans plusieurs journaux français. Puis j'avais envie de vous partager ça avec vous ce matin. C'est vendredi. Au total, cette année, c'est 250 chevaux qui vont être présents dans le parc de Versailles. Des chevaux de nations différentes, de pays différents. Puis comment voyage un cheval? C'est un élément vraiment important pour sa bonne performance que le transport se porte bien. Puis moi, au début, je me suis dit, ça doit être par bateau. Mais non, c'est par avion cargo spécialisé. Comme les humains, les chevaux ont leur propre passeport, puis surtout un contrôle vétérinaire vraiment important avant d'embarquer dans leur cargo. Donc, au moment du départ, les chevaux sont placés dans un conteneur qu'on appelle une écurie volante où se logent 2 chevaux dans chaque box. Puis, les conteneurs sont par la suite soulevés, chargés dans la soute de l'avion, évidemment avec précaution pour éviter vraiment le stress des chevaux. Ça, c'est vraiment super important. Puis, les chevaux, évidemment, en voyage pas seuls. On les fout pas dans leur écurie puis on leur dit bon voyage, on se retrouve à Paris. Ils ont toute leur équipe à leur côté, des vétérinaires, puis vraiment tout est à leur disposition pendant leur vol. Ils ont du foin, ils ont quelque chose en tout temps dans la bouche à mâcher pour vraiment réduire leur stress. Puis un avion cargo, ça peut transporter 19 écuries volantes, donc un total de 39 chevaux au maximum. Donc il y en a des chevaux dans l'avion, il y a des grosses équipes. Puis aussi, il y a des aéroports qui sont spécialisés en Europe pour recevoir ces vols cargo-là. Par exemple, celle de Liège, en Belgique. Il faut vraiment là, des équipes spéciales pour accueillir les animaux, les avions et tout ça, décharger les cargos. Puis pour vous donner un exemple, aux Jeux olympiques de Tokyo, il y avait un vol qui transportait les chevaux de dressage qui pesait autour de 22 000 kilogrammes, sans compter le matériel, les aliments, l'équipe. Puis ça, c'est environ un coût par cheval de 20 000 €. Donc, ça coûte très cher organiser ces épreuves-là. C'est le comité d'organisation des Jeux olympiques qui s'occupe de payer ça. Mais c'est environ 20 000 € par cheval. Donc, ça demande beaucoup d'argent à investir comme épreuve. Mais je trouvais ça vraiment super intéressant de voir puis de comprendre ça parce qu'on
ce qu'on dit du côté des vétérinaires et tout ça, c'est que le grand défi, c'est que le cheval soit pas stressé, hein, parce que c'est vraiment des animaux qui ressentent les émotions et tout ça, donc il faut vraiment agir d'une façon précise pour que le cheval soit pas stressé. Donc, des fois, si le cheval a plus un tempérament stressé, on va le transporter des mois à l'avance dans l'autre pays, puis aller, comme athlète, travailler là-bas avec lui pour réduire son stress puis tout ça. Il y a peu d'animaux sur la planète sur lesquels on va dépenser autant d'argent que les chevaux. On va se le dire tout de suite. Là, un cheval de compétition là, qui gagne des courses, ça vaut tellement cher. Là. Ça vaut tellement de milliers de dollars. C'est fou. Alors après ça, moi, ça m'étonne zéro qu'on dépense autant d'argent pour les déplacer. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça se fait. Puis surtout, là, dans quel genre de conditions tu veux amener l'animal. Parce que quelque part, c'est autant un athlète que l'humain à côté, c'est juste que lui, il n'a pas accès au service de psychothérapie puis autres là, pour que les athlètes ont, eux, pour gérer leur stress. Tu peux pas faire ça avec un cheval. Fait que, sinon, c'est vraiment intéressant la manière dont ça se fait, puis tu as raison. Le décor du château de Versailles, tu veux-tu un meilleur endroit pour faire un sport qui date là, de quasiment de la préhistoire? Je pense pas, sincèrement. Je pense pas. Florence, un plaisir. Merci.